nous excusons, chers téléspectateurs, pour ces quelques minutes de retard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Comme tous les soirs, je suis avec Mbo. Ça va? Ça va. À part qu'aujourd'hui, tu n'as pas prononcé mon prénom, mais c'est pas grave. Les gens auront compris les raisons parce que tu les as évoquées sur le plateau. Alors, je dis bonsoir à vous. Abdoulaye Mbo, comment tu vas? Je réitère. Alors, je vais bien. Cette fois-ci, je ne vais pas très bien, je vais bien. J'aurais bien aimé que tu te limites à mon nom. C'est tout simplement ça. Alors, bonsoir aux téléspectateurs de la Sen TV, d'ici et d'ailleurs. 3 jours qui vont marquer ce quinquennat, Néné, parce que hier, c'était la prestation de serment du président de la République. Aujourd'hui, c'est le discours à la nation à la veille du 4 avril demain, fête de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Donc 3 jours majeurs qui vont marquer ce quinquennat du président Macky Sall. La souveraineté qui est très souvent décriée. Hein. Alors, ce soir, nous parlons justice et pour en parler, nous avons avec nous Babacar Ba, Forum du Justiciable. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, Nenacha. Bonsoir à Abdoulaye Mbo et bonsoir à Jong. Également, bonsoir aux téléspectateurs de la Sen TV. Avec nous aussi, nous avons notre consultant maison. Toujours un honneur de vous retrouver, mon Jong. Tout l'honneur et tout le plaisir est pour moi. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Mais maman, à chaque fois, il faut qu'il aille chercher le marron. Il faudra enquêter pour savoir. Hein? Ça, c'est toi qui le dis. Hein? Par moment, tu me dis, bon, aujourd'hui, je mets du marron. Je te dis non, mais essaye de mettre autre mais couleur. il aime aussi le bleu. Hein? Oui, je m'habille en toutes les couleurs. Oui, vraiment. Hein? Il est à cheval. Sauf les couleurs exubérantes. Il est libre dans ses couleurs, Mbo. Alors, ce soir, nous parlons justice. Parlons de la justice. Ce premier mandat du président Macky Sall a été marqué par ce que certains appellent des procès à connotation politique, notamment l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade par rapport à la CREI. Certains observateurs de la scène politique pointent du doigt une justice aux ordres politiques. En gros, c'est toujours le problème de l'indépendance de la justice qui se pose. Oui, j'avoue que c'est une question qui revient souvent, mais également c'est une question qui a fortement marqué, en tout cas, les 7 ans que le président de la République a eu à exercer. Et vous-même, vous l'avez constaté, parce que même les acteurs de la justice, notamment les magistrats, l'Union des magistrats, à plusieurs reprises, à travers leurs communiqués, en tout cas, ont dénoncé l'immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et ça, ce sont les magistrats eux-mêmes qui l'ont dit. Mais également, on a vu, les citoyens, j'allais dire même les justiciables, critiquer en tout cas la marche de notre justice. Et j'allais même dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la confiance même qui existe entre le justiciable et la justice, donc cette confiance même, elle est rompue. Donc c'est une justice que les gens, en tout cas, ont vraiment décrié. Mais moi, j'allais partir beaucoup plus loin, parce que sous l'ère Macky Sall, sous l'ère du président de la République Macky Sall, on a vu que la loi sur la CREI a été restaurée, et nous, en tant que défenseurs des droits humains, mais également en tant qu'acteurs de la justice, à l'époque, on avait même dénoncé cette loi, parce que pour nous, la CREI, c'est une juridiction qui ne répond pas, en tout cas, aux standards internationaux qui peuvent garantir un procès juste et équitable. Et récemment, on a vu même des gens qui font partie de la mouvance présidentielle, qui eux-mêmes ont reconnu qu'effectivement, la CREI ne garantissait pas, en tout cas aux justiciables, un procès juste et équitable. Mais également, on a vu sous l'ère Macky Sall, en tout cas sous l'ère du président de la République, une justice qui a tendance à être vraiment sélective. Sélective en ce sens que, aujourd'hui, on a vu que le maire Khalifa Sall a été poursuivi et condamné en tout cas, à travers un rapport qui a été produit par l'IGE. Et ce même IGE également a eu à produire d'autres rapports où il y avait même des recommandations allant dans le sens de poursuite qui incriminaient en tout cas des dignitaires de la mouvance présidentielle. Je peux citer le cas de Cheikh Oumar Anne, où en tout cas
À l'époque, l'OFNAC avait fait des recommandations allant dans le sens de poursuite judiciaire, mais jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été fait. Donc, ce sont ces faits-là cumulés qui fait penser en tout cas aux justiciables, aux Sénégalais, dans leur écrasante majorité, qu'on a une justice qui est aux ordres de l'exécutif, qu'on a une justice qui est vraiment sélective. Mais également, nous avons, au-delà même de cette question liée à l'indépendance de la justice, on a vu qu'aujourd'hui au Sénégal, parfois même la procédure judiciaire, quelque part, elle est biaisée. Et ça, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Quand on levait, en fait, par rapport à la question liée à la levée de l'immunité parlementaire du maire Khalifa Sall, il a fallu que le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, vienne pour qu'on puisse accepter de lever son immunité parlementaire. Parce que le ministre de la Justice qui était là à l'époque et le procureur avaient dit, en fait, ils avaient refusé carrément de lever son immunité parlementaire. Mais il a fallu que le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, vienne pour qu'on accepte aujourd'hui de lever ce qu'on appelle l'immunité parlementaire du maire Khalifa Sall. Mais aussi, même dans le traitement du dossier, on a vu une certaine célérité, mais également le respect en fait, à la présence d'un avocat dès les premières heures de la garde à vue, ce que même l'arrêt de la CEDEAO a relevé. Donc je pense que tout ça, c'est des manquements qu'il faut noter et c'est des manquements également qu'il faut essayer quand même d'améliorer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un régime présidentiel où c'est le président de la République qui est quand même le président du Conseil supérieur à la magistrature qui nomme le Premier ministre? Est-ce qu'on peut, malgré tout ça, parler de prétendre à une justice indépendante, vu tout cela? Écoutez, la justice, je crois que c'est un des points sombres du premier magistrat de Macky Sall. Ça a fait débat, la question judiciaire. Les magistrats, pour la première fois, ont élevé publiquement le ton pour réclamer plus d'indépendance. Mais pour bien évaluer et mesurer le bilan de Macky Sall dans le domaine de la justice sous ce premier mandat, je crois qu'il faut remonter à la promesse qu'en tant que candidat, il avait eu à faire en 2012. Il s'était engagé à travailler pour une justice moderne et indépendante. Malheureusement, en lieu et place de la modernisation qu'il promettait, il y a eu plutôt une tendance à l'instrumentalisation de la justice pour des règlements de comptes politiques. Et par rapport à l'institution que vous venez d'évoquer, le Conseil supérieur de la magistrature, voilà ce que disait le programme Yoonu Yokkute. Le programme Yoonu Yokkute disait ceci: mis sous tutelle et insuffisamment doté en ressources humaines et matérielles, le pouvoir judiciaire n'est pas en mesure d'exercer ses missions dans l'impartialité et dans l'indépendance. Et cet état de fait poursuivait toujours le plan proposé par Macky Sall pour se faire réélire en 2012. Pour sortir de cet état de fait, il nous faut renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature par sa composition, par son organisation et par son fonctionnement. Pas grand-chose n'a été fait dans ce domaine. Parce que c'est là vraiment la vraie question. Le président Macky Sall, lors de la conférence de presse qu'il a eu à accorder à des journalistes le soir du 31 décembre, dans la foulée de son discours à la nation, avait dit que sa présence au sein du Conseil supérieur de la magistrature n'est qu'honorifique. Mais des propos qui seront vite battus en brèche par Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui a dit quelque chose qui me paraissait tellement fort, disait que c'est plutôt la présence des magistrats au sein du Conseil supérieur de la magistrature qui est honorifique. Pour une raison bien simple. Le Conseil supérieur de la magistrature a 3 pouvoirs. Un pouvoir de nomination, de proposition, un pouvoir d'émettre des avis sur les propositions qui sont faites par rapport à la carrière des magistrats et un pouvoir de nomination. Or, rendez-vous compte, le pouvoir de proposition est exercé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, donc par l'exécutif. Le pouvoir de nomination incombe au président de la République. Donc, il n'y a que le pouvoir d'émettre des avis qui est laissé aux magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature. Or, ce pouvoir-là a été à plusieurs reprises fragilisé par le recours aux consultations à domicile.
qui a complètement allégé le poids de l'avis des magistrats sur la carrière de leur père. À partir de ce moment-là, on ne peut que constater un assujettissement du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif. Ça a eu lieu par le passé, parce qu'il ne faudrait pas quand même se voiler la face. Tous les pouvoirs successifs ont eu tendance à pouvoir contrôler un peu la justice pour des raisons politiques, voire politiciennes. Mais ça n'a jamais été aussi flagrant quand même que sous le régime du président Macky Sall, où on a vu une instrumentalisation de la justice et à des fins de règlement de comptes politiques. Mais Babacar, parlant du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons entendu les propositions faites par l'Union des magistrats du Sénégal, mais quelle pourrait être la quintessence même du retrait du président et de son ministre de la Justice au Conseil de la magistrature? Mais écoutez, je pense que ne serait-ce que par rapport à la perception des citoyens, ça peut régler beaucoup de choses. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que la perception elle est vraiment importante. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda, en fait, ne serait-ce que l'exécutif en tout cas soit maintenu au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, en fait ils se disent que voilà, donc c'est l'exécutif qui tire les ficelles. Donc ne serait-ce que du point de vue de la perception, je pense que ça peut rétablir aujourd'hui la confiance entre le justiciable et la justice. Mais également, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, même dans les grandes démocraties, en fait, c'est la nouvelle tendance. Aujourd'hui, si vous allez en France, d'ailleurs, depuis 2008, eux, ils ont réformé. Depuis 2008, au niveau du Conseil, en fait, le ministre de la Justice et le président de la République ne siège plus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Même si vous allez au niveau de la sous-région, au niveau du Burkina Faso, eux également, ils ont réformé. Ils ont un Conseil supérieur de la magistrature qui n'est plus présidé par le président de la République et le ministre de la Justice. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers des réformes. Et ces réformes-là, l'Union des magistrats l'a déjà proposé. Et puis d'ailleurs même, c'est des réformes qui datent depuis les assises nationales. Mais également, à travers la commission que le président de la République lui-même avait mis sur place, il y a des propositions qui se sont dégagées, des propositions allant dans le sens de réformer profondément le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'on ait aujourd'hui un Conseil supérieur de la magistrature, non seulement où le président de la République et le ministre de la Justice ne vont plus siéger, mais également un Conseil supérieur de la magistrature qui sera ouvert, en tout cas à la société civile, mais également qui sera ouvert aux professeurs de droit. Parce que la justice également, il faut le reconnaître, la justice, ce n'est pas seulement l'affaire des magistrats. La justice, elle est rendue au nom du peuple. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature pour permettre à la société civile, mais également aux citoyens, aux universitaires, aux ordres quand même, d'intégrer le Conseil supérieur de la magistrature. Tout à l'heure, Momar l'a dit, c'est vrai que le président de la République a l'habitude de dire que sa présence, elle est purement symbolique. Mais si réellement sa présence elle est symbolique, pourquoi il tient autant à cette présence aussi symbolique? Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature, augmenter d'abord, il faut augmenter les magistrats élus par leur pairs, parce qu'aujourd'hui, les magistrats élus de droit, c'est-à-dire que le premier président de la Cour suprême, ils sont beaucoup plus nombreux que les magistrats élus. Donc aujourd'hui, il faut augmenter le nombre des magistrats élus, mais également donner aux magistrats la possibilité de faire des propositions de nomination. Donc je pense que ça, c'est des réformes en tout cas fortes qu'on attend aujourd'hui du président de la République. Mais Momar, il l'a dit tout à l'heure, il y a eu des assises nationales, tout ça pour réformer. Alors est-ce qu'on peut attendre de ce quinquennat du président, de ce nouvel... Excusez-moi, je dois parler à travers le micro. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à des réformes? Écoutez, pas tant que ça. Je suis un peu sceptique à la suite de l'acte qui a été posé par le ministre garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, le 19 février dernier. Il avait eu à signer le mémorandum pour l'indépendance de la justice proposé aux différents candidats par la plateforme de la société civile pour l'indépendance de la justice. Il l'a signé avec des réserves. Parce que dans sa conception, il est hors de question que le président de la République se retire totalement du Conseil supérieur de la magistrature. Lui, il considère qu'un recul mesuré
de l'exécutif suffit amplement. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas s'attendre peut-être à une grande évolution de la part de ce gouvernement-là. Le président de la République Macky Sall, lorsque le débat faisait rage sur l'indépendance de la justice et que l'UMS ne cessait quand même de rabâcher les oreilles de tout le monde sur le devoir et la nécessité d'aller vers une indépendance de la justice via une réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République avait juste consenti la mise en place d'un comité qui était chargé de consulter tous les acteurs de la justice et qui traîne des pieds jusqu'à présent. Parce que je sache, ce comité-là n'a pas encore déposé ses conclusions pour qu'on sache à quoi il faut s'en tenir. À partir de ce moment-là, quand je vois moi un régime qui se hâte lentement pour aller vers des réformes nécessaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature, quand j'entends dire par le ministre garde des Sceaux qu'il s'agira plus d'un recul mesuré de l'exécutif et du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature et non d'un retrait, à partir de ce moment-là, moi, j'ai toutes les raisons d'être sceptique quant à la volonté de ce pouvoir-là d'aller vers une très grande indépendance de la justice via une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais quelque part, parce qu'on insiste beaucoup sur le Conseil de la magistrature, c'est légitime par rapport à la présence du président de la République et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais quelque part, est-ce que l'autre blocage n'est pas un tout petit peu, Babacar, l'hypertrophie du procureur même de la République? Mais écoutez, je pense que ça également, il faut le soulever. C'est-à-dire, on ne peut pas aller vers des réformes sans aujourd'hui revoir les statuts du parquet. Ça, je pense que c'est inadmissible. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous avons un procureur qui a trop de pouvoir. Il a des pouvoirs énormes. Et ça, il faut vraiment le regretter. Le regretter parce que, d'ailleurs même, c'est un paradoxe. Parce que aujourd'hui, le procureur a la possibilité, d'ailleurs c'est le maître des poursuites. Donc le procureur, il peut vous mettre il peut délivrer un mandat de dépôt et que, voilà, qu'on vous achemine directement à Rebeuss. Alors le procureur, moi j'ai l'habitude de le dire, je le dis souvent, le procureur c'est une partie au procès. Normalement, le procureur ne devrait pas juger, en tout cas, de la nécessité d'enfermer quelqu'un. Ce n'est pas son rôle. Ce rôle est décerné, en tout cas, au juge du siège. Le procureur, je pense que c'est pourquoi je disais il faut nécessairement aller des réformes. Des réformes allant dans le sens d'instaurer aujourd'hui ce qu'on appelle le juge des libertés. Parce que tant qu'on n'a pas le juge des libertés, c'est-à-dire, je ne dirais pas l'anarchie, mais on aura toujours des mandats de dépôt qui sont délivrés de manière systématique. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, pour répondre à votre question, on a un procureur qui a énormément de pouvoir. Un procureur qui a trop de pouvoir. Et un procureur qui est rattaché, qui dépend du ministre de la Justice, qui également dépend du président de la République. Donc je pense qu'à défaut même de couper le cordon ombilical, je sais que ça va être très difficile de couper le cordon ombilical qui lie le parquet au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, on devrait quand même revoir les pouvoirs du procureur, les réduire pour que, pour qu'on ait une justice plus ou moins équilibrée. Parce que pour moi, il faut nécessairement avoir quelqu'un qui va juger, en tout cas, si on doit décerner un mandat de dépôt, si on doit restreindre la liberté d'aller et de venir d'un justiciable. Parce que le procureur, c'est quelqu'un qui est une partie au procès. Donc voilà, il faut nécessairement... Surtout que Momar Diong, le tribunal vous libère, le procureur interjette appel, on vous retient en prison. C'est assez incompréhensible. Il a trop de pouvoir. Or, comme il l'a dit, il est parti au procès, il est à la fois juge et parti. Et je crois qu'il y a lieu quand même de contrebalancer un peu ce trop plein de pouvoir du procureur par la mise en place d'un juge des libertés. Ça permettra un tout petit peu de freiner cette tendance à systématiquement décerner des mandats de dépôt ou de maintenir les gens en prison. D'autant qu'il y a quand même un fait qui est assez remarquable. Tout le monde convient que nos prisons
contiennent quand même un sureffectif. À partir de ce moment-là, tout ce qui peut concourir à limiter le fait qu'on décerne systématiquement des mandats de dépôt, je crois, doit être pris comme mesure. Je crois que ça, il faut le reconnaître. Le ministre de la Justice a parlé de bracelet électronique. Oui, ça aussi, ça peut contribuer à cela. Mais tout n'est pas mauvais non plus dans le bilan de Macky Sall au plan judiciaire. Il faut quand même admettre que si la volonté d'indépendance des magistrats n'est pas encore totalement satisfaite par une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, il y a un certain nombre quand même de mesures qui ont été prises et qui tendent un peu à réformer l'organisation judiciaire. Notamment la présence de l'avocat. Voilà. Et ça a été institué par la loi 2014-26 qui a été votée en novembre 2014 qui réforme l'organisation judiciaire. Alors, cette loi a permis, premièrement, la création de tribunaux d'instance en lieu et place des tribunaux départementaux de l'époque, la création de tribunaux de grande instance en lieu et place des tribunaux régionaux qui existaient à l'époque. Et ça a permis un peu d'améliorer la carte judiciaire avec une bonne distribution des juridictions sur le territoire. Ça, il faut le saluer quand même comme réforme positive. La deuxième chose qu'il faut saluer, c'est que cette loi a aussi permis la création des chambres criminelles en lieu et place des cours d'assises. Parce que la particularité des cours d'assises, c'est qu'elles se tenaient sur des périodes très longues. Et ça contribuait à ce que beaucoup de gens qui étaient passibles de la cour d'assises passaient des moments très très longs au niveau de la prison. Maintenant, avec l'institution des chambres criminelles, qui se réunissaient tous les 4 mois, mais maintenant je crois qu'elles se réunissent de façon un peu plus régulière et permanente, ça va permettre d'évacuer pas mal de dossiers et donc de limiter les longues détentions au niveau des prisons. Ça aussi, il faut le saluer comme mesure. Cette loi 2014-26 aussi a permis une révision du code pénal avec l'introduction maintenant de nouveaux délits qui sont surtout liés au terrorisme. Mais ça a surtout permis, le point que tu voulais évoquer tout à l'heure, ça a surtout permis une modification du code de procédure pénale avec l'introduction du fameux règlement numéro 5 de la CEDEAO qui fait maintenant obligation pour toute personne de bénéficier de son avocat dès son interpellation. Je crois que le Sénégal a mis beaucoup de temps à mettre ça en œuvre, mais depuis quelque temps, c'est mis en œuvre. Et je crois que ça participe quand même d'une bonne administration de la justice. Donc tout n'est pas mauvais. Il y a eu quand même des réformes qui ont été introduites et qui concourent un peu à réorganiser le système judiciaire. Mais là où le bas blesse, c'est que le pouvoir ne me semble pas déterminé à faire quelque concession que ce soit sur l'emprise de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature. Mais Babacar, ça revient à dire qu'il y a des avancées quand même qui ont été notées. Bien sûr, il y a eu des points positifs, mais en fait, avant cela, je voulais juste ajouter à cette batterie de réformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui également, il faudrait qu'on essaye de penser à instaurer un recours par rapport à ces mandats de dépôt. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, selon notre système judiciaire, quand le procureur délivre un mandat de dépôt, l'inculpé n'a pas la possibilité d'attaquer le bien fondé de ce mandat de dépôt. Il n'y a pas un moyen de recours. Contrairement aujourd'hui à ce qui se passe dans les grandes démocraties, par exemple en France, quand le procureur délivre aujourd'hui un mandat de dépôt, la personne a la possibilité d'attaquer le bien fondé de ce mandat de dépôt devant la chambre d'accusation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut aller vers ces réformes-là. Parce que avant de restreindre la liberté d'aller et de venir des justiciables d'une personne, il faudrait que ce soit la dernière mesure. Donc je pense qu'il faudrait quand même penser à réformer le régime juridique des mandats de dépôt, permettre à l'inculpé, à la personne quand même, contre qui un mandat de dépôt a été décerné, d'attaquer devant la chambre d'accusation de la cour d'appel le bien fondé même de ce mandat de dépôt. Mais dans la même lancée, pourquoi chez nous on ne dépose pas de caution? Bon, je sais pas. Peut-être,
le coach, en fait, là, bon, je sais pas. En fait, dans les grandes démocraties, écoutez, peut-être c'est lié à la nature aussi. Peut-être c'est lié aussi à la nature du délit. Assez souvent, il y a des cautions qu'on peut déposer. Peut-être, sauf que chez nous, bon, pour certains délits, notamment en matière de détournement des deniers publics, il y a un cautionnement. Si vous le faites, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une liberté provisoire. Bon, je pense que c'est une question d'organisation, peut-être de notre système judiciaire, mais je sais que pour les délits mineurs, on n'accepte pas ce qu'on appelle le cautionnement. Toujours, en fait, par rapport aussi à votre question, par rapport aux aspects positifs, moi, tout à l'heure, Momar l'a soulevé, il y a des lois qui ont été votées et que moi j'apprécie, mais également il y a ce qu'on appelle le référé administratif qui a été instauré. Et là, je pense que c'est une mesure phare qu'il faut vraiment saluer. Aujourd'hui, avec le référé administratif, si vous avez un contentieux avec le préfet ou en tout cas avec une autorité administrative, rapidement vous pouvez saisir la Cour suprême pour en tout cas un référé administratif et que le problème est diligenté dans les meilleurs délais. Donc là également je pense que c'est une mesure qu'il faut saluer, mais aussi sous l'ère Macky Sall, du président de la République Macky Sall, on a instauré il a rendu opérationnel les commissions juridictionnelles. Parce que avec la loi de 2008, bon, les commissions juridictionnelles qui se chargent aujourd'hui d'indemniser les personnes qui ont fait l'objet d'une longue détention et que par la suite, ils ont bénéficié d'une décision de relax ou bien de non-lieu. Maintenant, ces personnes-là ont la possibilité de réclamer des dommages et intérêts au niveau de ces commissions juridictionnelles-là. Donc maintenant, avec la loi de 2017, qui fait partie des réformes du président de la République, ces commissions juridictionnelles-là sont opérationnelles et ces commissions siègent au niveau de la Cour suprême. Donc là également, je pense que c'est des avancées. Mais aussi toujours dans cette lancée, on a vu également que le ministre de la Justice avait pris une circulaire allant dans le sens d'inviter les chefs de parquet, en tout cas, à revoir aujourd'hui les mandats de dépôt, la manière dont les mandats de dépôt sont délivrés. Donc là, je pense que c'est une batterie de mesures qu'il faut également saluer. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'accès à la justice? Parce qu'on parle des fois d'inégale couverture géographique des juridictions. Ben, écoutez, là également, je pense que ça fait partie des tares de la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si vous allez dans certaines localités, vous n'y trouvez pas, par exemple, un cabinet d'avocats. Et là, je pense que, parce que quand on parle de la justice, c'est un tout. Les avocats, c'est des acteurs de la justice. Et là, j'en profite pour lancer un appel, en tout cas, au président de la République, qui s'est dit, en tout cas, durant les 5 ans qui lui restent, il va mettre l'accent sur l'emploi des jeunes. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui d'ouvrir le barreau, d'organiser des concours pour permettre à des milliers de jeunes maîtrisards en droit d'accéder à ces professions-là. C'est-à-dire c'est des professions libérales qui sont fermées. Et là, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Donc, pour permettre à ces jeunes avocats-là, quand même, de pouvoir s'installer dans les régions. Parce que si vous prenez des régions comme Fatick, vous n'y trouvez pas un cabinet d'avocats. Et ça, je pense que vous ne pouvez pas porter la politique d'une bonne administration de la justice et que dans certaines localités, il n'y a pas de cabinet d'avocats. Là, je pense que c'est inadmissible. Le Sénégal, c'est le seul pays où les magistrats sont plus nombreux que les avocats. Et là, je pense qu'il faut le corriger. C'est assez grave. Mais maman, moi, je voudrais revenir sur un point, Babacar, parce qu'on fait allusion souvent, quand on parle de la justice sénégalaise, aux affaires Karim Wade, Khalifa Sall et autres. Mais il ne faut pas également oublier les affaires Imam Ndao et consorts. Dans la même lancée, vous parliez des réformes apportées ou des modifications apportées dans le code pénal et dans le code de procédure pénale. Mais autant Babacar comme maman, par rapport aux significations de l'apologie au terrorisme, est-ce que notre justice ne devait pas aller dans le sens de tenir compte de certaines réalités homo-sénégalenses, j'allais dire africaines, que de l'adapter justement aux réalités occidentales? Je crois que quand même le procès Imam Ndao avait ceci de bon. Ça a permis d'abord de montrer que le Sénégal et les autorités étaient décidés à combattre avec beaucoup de vigueur tout ce qui est lié aux délits terroristes. Ce qui est dommage, c'est que, sans doute, ça a porté tort à la réputation de quelqu'un comme Imam Ndao. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement,
il a été relaxé. On était même tenté de dire tout ça pour ça. Mais à quelque chose, malheur est bon. Le retentissement qu'a eu le procès Imam Ndao, même si ça a posé un tort à sa réputation, à son image, à son prestige, etc., et s'il en a payé un lourd tribut, ce retentissement quand même, et les témoignages qui ont été faits à l'audience, a permis aux Sénégalais d'appréhender et de bien percevoir la menace terroriste. Parce que tant qu'on en parlait comme ça, les Sénégalais ne pouvaient pas toucher du doigt la problématique. Mais quand on a vu les témoignages terrifiants qui ont été faits à la barre du tribunal et qui ont permis aux Sénégalais de s'apercevoir qu'il y a des Sénégalais comme eux qui étaient dans une logique complotiste contre le pays pour des attentats terroristes, je crois que ça a permis un peu d'alerter et d'interpeller la conscience des Sénégalais sur la dangerosité du péril terroriste et sur la réalité du péril terroriste dans notre pays. Moi, c'est vraiment l'avantage que je trouve à ce procès et je trouve que ça a été une très très bonne chose. Maintenant, la seconde chose qu'il faudrait peut-être souligner, toujours dans le bilan du président Macky Sall, c'est que, tu l'as souligné tout à l'heure, il y a quand même que l'image de la justice sénégalaise a été fortement écornée par les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall. Rendez-vous compte, tous les recours qui ont été faits et introduits dans les juridictions internationales ou dans les organismes internationaux ont permis à Khalifa Sall et à Karim Wade quasiment d'avoir gain de cause sur toute la ligne. Et il y a des réprimandes qui ont été servies quand même au Sénégal, à l'État du Sénégal, au système judiciaire sénégalais, sur un certain nombre de manquements qui ont été opérés dans la gestion de ces dossiers. Moi, je pense qu'il y a lieu de redorer la justice sénégalaise, son blason, par rapport à l'international. Ça, c'est la première chose. Il y a nécessité aussi de restaurer la confiance entre les justiciables sénégalais et leur système judiciaire. Et là, ça passe vraiment par la fin de l'emprise de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature. On a vu quand même sous Macky Sall, et ça il faut le déplorer, un juge démissionné du système judiciaire parce que considérant que la justice elle-même a démissionné. On a vu un juge quitter le tribunal en pleine audience dans l'affaire Karim Wade devant la CREI. On a vu le procureur spécial Alioune Ndao être limogé de son poste en pleine audience. Par SMS. Par SMS, s'il vous plaît. Tout cela, on l'a vu. Ça veut dire à quel point la justice, quand même, a été malmenée et la justice a été piétinée et son blason a été terni par un certain nombre de comportements. Moi, je pense qu'il est temps même que le président de la République rassure les Sénégalais sur ça. Parce qu'en réalité, avec les dossiers politiques qu'il y a eu, dossier Karim Wade, dossier Khalifa Sall, tous les responsables libéraux qui, à un moment donné, faisaient l'objet quasiment d'une chasse aux sorcières. Il est arrivé à un moment que près d'une cinquantaine de responsables libéraux se trouvent en même temps en prison. L'affaire Barthélémy Diaz, l'affaire Bamba Fall, tout cela a renvoyé une très mauvaise image à la justice et a fait que les Sénégalais ont eu le sentiment que la justice était manipulée à des fins de compte politiciennes. Alors que, à côté de ces dossiers judiciaires, qui ne sont pas très nombreux, mais mêlant des politiques, ayant des relents politiques et ayant un fort retentissement médiatique, il y a des milliers et des milliers de dossiers de justiciables sénégalais qui sont traités en toute transparence et conformément à la loi. Ça veut dire donc qu'il y a nécessité qu'on sente moins la main de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature, que le pouvoir en place ait moins la propension d'envoyer des adversaires politiques devant le prétoire, parce que les problèmes politiques ne se règlent pas devant le prétoire, mais ça se règle sur le terrain politique, et la justice s'en portera mieux.
Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pour parler toujours, pour revenir, il faudrait qu'on essaie quand même de trouver des solutions par rapport toujours à l'accès de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, le principe de la gratuité dans ce secteur peut-être doit être défendu? Hier, nous l'avons dit, il faudrait qu'il y ait cette gratuité dans le secteur de l'éducation, mais est-ce qu'on peut aussi en parler par rapport à la justice? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais qui veut saisir la justice est souvent exposé à des frais par rapport à la procédure. Mais écoutez, là également, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, qui fait débat, parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui te disent que la justice, ça coûte très cher, parce que, quelque part, ils n'ont pas les moyens de prendre, en tout cas, les services, en fait, de se payer les services d'un avocat. Et là également, je pense qu'il faudrait que le président de la République, en tout cas, essaye de voir, en tout cas, comment ces milliers de Sénégalais-là, qui peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts, pour qu'on puisse, en tout cas, si le besoin se fait sentir, qu'on puisse mettre à leur disposition un avocat. C'est vrai que dans notre système judiciaire, il est prévu qu'en matière criminelle, même si vous n'avez pas la possibilité de prendre un avocat vous sera commis d'office. Mais là aussi, il faut reconnaître qu'il y a des avocats qui ont été commis d'office et que jusqu'à présent peinent à percevoir les fonds, les frais. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regretter. Donc, je pense que c'est l'occasion quand même de le dire. Il faut, autant les justiciables ont la possibilité en matière criminelle de se faire octroyer d'un avocat, je pense qu'en matière de délit également, tel devrait être le cas. Mais pour terminer peut-être, parce que la justice, ce ne sont pas seulement les magistrats, il y a ceux-là qu'on appelle les bras de la justice, je veux parler des greffiers. On a vu des grèves répétitives. Est-ce qu'au moment, pour ce quinquennat-là, il ne faudrait pas donner plus de considération à ces greffiers? Bien évidemment. Moi, je pense qu'il va falloir que le gouvernement veille quand même à améliorer les conditions de travail de la famille judiciaire. C'est valable pour des magistrats qui, parfois envoyés dans certaines localités, ont même de la peine à bénéficier de moyens de locomotion. Certains travaillent dans des conditions particulièrement difficiles, particulièrement indignes, même d'une juridiction. Je crois qu'il y a lieu, de ce point de vue-là, de doter en matériel, en ressources matérielles, les juridictions pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. C'est valable pour les magistrats, c'est valable également pour le personnel, comme les greffiers, etc., les auxiliaires de la justice. Ça, il le faut pour un très bon fonctionnement de la justice. Moi, je terminerai par rappeler quelque chose qui est fondamental. La justice est la seule institution qui a pour nom une vertu. Donc la justice doit être vertueuse. Et ça, l'exécutif doit le savoir, ceux qui travaillent au sein de la justice doivent le savoir, les magistrats et tous ceux qui œuvrent pour une bonne justice doivent le savoir. Votre dernier mot, très rapidement? Bon, le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même qu'on essaie de repenser la question des longues détentions. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la question des longues détentions constitue la principale tare de la justice sénégalaise. Récemment, vous l'avez vu avec le cas de Saher Kabé, avec le cas de Tchantakoun. Donc, il a fallu que la société civile monte au créneau, que les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent cette longue détention pour que leur procès soit organisé. Parce que pour moi, c'est très grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, pour être jugé, il va falloir que votre famille tienne, en tout cas, un point de presse, ou bien les ONG le dénoncent pour que votre procès soit organisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de combattre la question des longues détentions pour que les gens puissent être jugés dans un délai raisonnable tel qu'il est prévu par notre code de procédure pénale. Très bien, nous vous remercions. Abdoulaye Mbow, c'est la fin de l'essentiel parce qu'en fait... Effectivement, il y a la déclaration à la nation que va prononcer le président de la République. Ce sera à partir de 20h. Ensuite, il y aura un plateau spécial que va animer Pape Cheikh Sylla en compagnie de ses invités. Et puis à 22h30, naturellement, Sencho va revenir. Alors nous vous retrouvons demain avec d'autres invités pour continuer on va parler demain de la santé. De faire le bilan du président de la République par rapport à la santé. Mais espérons bien que pour ce quinquennat-là également, le président fera beaucoup d'efforts en faveur des acteurs de la santé, mais surtout
construire des hôpitaux modernes avec des plateaux médicaux relevés. En tout cas, il y aura des experts demain pour en parler. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur Sen TV.